Oui, quand on fait un travail comme celui que j'ai mené avec des policiers ou en prison, je l'ai fait un petit peu aussi dans des comparutions immédiates dans des tribunaux, évidemment se pose la question de la place du chercheur, qui est à la fois une question très pratique, mais aussi, je crois, une question éthique. C'est une question pratique parce que il faut essayer d'être le moins visible et même le moins intervenant possible, parce que on ne peut pas manifester une désapprobation sur la conduite d'un policier à l'égard d'une personne dans la rue, ou bien l'agressivité d'un surveillant à l'égard d'un détenu. Donc il y a une dimension pratique qui est difficile à tenir. Difficile à tenir parce qu'on voit des choses qui sont peu agréables. On ne voit pas que ça, bien sûr, mais il y a des moments où on se sent dans une position qui n'est pas celle qu'on voudrait avoir, parce qu'on est évidemment vu comme étant du côté de la police ou de la pénitentiaire. Et en même temps, donc, il faut être discret. Jamais je n'ai posé de questions qui pouvaient laisser penser à une dénonciation de ce qu'ils étaient en train de faire. J'essayais d'être dans le fil de la conversation. D'ailleurs, je considère qu'il y a, d'un point de vue de méthode, il y a une grande différence entre ce qu'on appelle l'entretien, qui est quelque chose d'organisé, qui peut l'être plus ou moins, qui peut être très structuré, semi-structuré, libre, mais qui est une situation artificielle dans laquelle on a demandé à quelqu'un de le rencontrer ou de la rencontrer, et on parle avec cette personne en conduisant souvent. Parfois, quand on sait faire de bons entretiens, on ne conduit pas trop le fil de la discussion. Et je distingue cela de la conversation. Et dans les travaux que j'ai réalisés avec la police et en prison, j'ai utilisé un mode conversationnel. Les seuls avec qui j'ai fait des entretiens, ce sont à la fois les responsables, le commissaire adjoint pour la police, et directeur et ses adjoints et quelques administratifs dans le cas de la prison. Il me semblait beaucoup plus intéressant d'être dans le fil de leur conversation, voire de générer soi-même une conversation sur certains sujets, sans jamais provoquer quelque chose, sans jamais, par exemple, provoquer une réaction raciste qu'on pouvait deviner, mais qui aurait été une sorte de tricherie du chercheur, amenant à des expressions de racisme, mais les laissant venir lorsqu'elle venait. Voilà, donc la conversation, pour moi, ça a été un élément très important, ce qui, du coup, aussi pénalise mes descriptions, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas et qu'on saurait en entretien sur quel est le milieu d'où vient cette personne, quel est son parcours, etc. Alors j'avais quand même beaucoup d'éléments, parce qu'en conversant, on sait que tel surveillant précédemment était gendarme, donc militaire, qu'il faisait du karaté, donc qui donne une certaine image par rapport à une surveillante qui, elle, auparavant, était infirmière. Et on voit ensuite que les comportements
sont pas simplement des comportements genrés, mais aussi des comportements qui ont à voir avec des histoires professionnelles. Bon. Donc j'arrivais à avoir certains éléments, mais ça n'était jamais complètement systématique, comme ça aurait été dans des entretiens. Mais la conversation, et d'une manière générale, les situations les plus naturelles possibles, les plus fluides, me semblaient celles qui étaient les plus riches pour ma compréhension de ce qui se jouait. Mais j'ai dit aussi des enjeux éthiques, parce que, évidemment, il y a des situations dans lesquelles on est très mal à l'aise quand on voit des personnes qui sont traitées d'une certaine façon, c'est-à-dire maltraitées. J'ai toujours considéré que l'objectif que je me donnais de mener à bien la recherche, pour pouvoir écrire quelque chose sur ce qui se déroule, sachant que j'avais ce privilège énorme de passer 15 mois avec des unités de police et de passer 4 ans dans une maison d'arrêt, que ce privilège énorme, au fond, que la société me donnait d'une manière générale, mais en particulier les institutions, c'est l'institution policière et l'institution pénitentiaire, il fallait que je puisse la mener à son terme, et qu'il aurait été au fond peut-être satisfaisant, mais assez sans grand sens de la responsabilité, que d'intervenir, ce qui fait qu'évidemment on m'aurait dit bon, vous ne pouvez pas continuer à travailler si vous êtes là entre le policier et la personne arrêtée, ou entre le surveillant et la personne détenue. Donc il y a cette première dimension éthique, mais après, au moment où on écrit, et c'est pour ça que j'ai eu tant de difficultés, notamment pour le livre sur la police, à écrire, c'est qu'il y a aussi une éthique par rapport aux gens qui nous ont fait suffisamment confiance, c'est-à-dire à la fois les responsables, commissaires, directeurs d'établissements pénitentiaires, mais aussi les surveillants ou les policiers qui nous ont laissé au quotidien être parmi eux, regarder ce qu'ils faisaient, très rapidement ne plus faire attention, et donc se laisser aller à des choses qui probablement ils n'auraient pas souhaité que je vois, même si je n'ai pas vu des choses horribles. Je n'ai pas vu des gens se faire tabasser, par exemple, par les policiers. Mais j'ai vu quand même des choses qui étaient suffisamment troublantes pour qu'après je sois vraiment pas bien de ce que j'avais vu, et de ce que j'étais resté à observer comme un simple témoin. Mais donc, je me disais, on m'a fait confiance, et comment est-ce que je peux rendre compte de ce que j'ai vu, qui était parfois d'une grande violence ou d'une grande injustice, et en même temps, donc ne pas trahir complètement une certaine confiance. Et c'est là que je me suis posé la question de quelles sont les responsabilités qui sont celles d'un chercheur, quand on fait une ethnographie en particulier. Et en fait, on est responsable vis-à-vis de plusieurs agents, pourrait-on dire. On est responsable vis-à-vis des personnes avec lesquelles on travaille. On est responsable vis-à-vis de l'institution dans laquelle on travaille. On est responsable vis-à-vis de la discipline qu'on représente. On est responsable aussi vis-à-vis des financeurs, lorsqu'il y en a. Et j'ajoute que dans le cas des policiers ou des surveillants, on est responsable aussi vis-à-vis de leur public. Et je dirais leur public, à la fois leur public immédiat, c'est-à-dire les personnes qui sont arrêtées ou les personnes qui sont détenues, mais le public plus large, qui est celui qu'on veut informer de ce qui se passe dans les relations entre la police et les publics, ou dans les relations entre les surveillants et les détenus. Et ensuite, j'ai été obligé d'établir une certaine hiérarchie dans ces responsabilités. J'ai considéré que la première responsabilité,
c'était vis-à-vis de ceux des publics, donc de ceux qui étaient l'objet de ces politiques institutionnelles et de ces pratiques institutionnelles. Donc c'était, par exemple, les jeunes appartenant à des minorités ethno-raciales, de milieux populaires, dans les quartiers, par exemple, dans les cités, comme on les appelle. C'était les personnes détenues. J'avais cette responsabilité première vis-à-vis d'eux ou vis-à-vis d'elles. Mais je gardais quand même une responsabilité vis-à-vis bien sûr, j'en avais une par rapport à ma discipline, par rapport à mon institution, etc. Mais je gardais une responsabilité vis-à-vis, en l'occurrence, là, par exemple, des policiers et des surveillants. Ce qui faisait bien sûr que j'essayais de les protéger individuellement sur des choses que je pouvais raconter. Et que j'essayais, au fond, je crois que je me suis longtemps posé la question, comment faire pour que ce ne soient pas des individus qui soient en train de mal se comporter et qu'on puisse finalement faire ce que fait la police ou ce que fait la pénitentiaire en disant « ce sont des moutons noirs ». Ce sont des gens qui... On est vraiment désolé qu'il y ait ça dans notre institution. Et je me suis dit qu'il y avait deux manières, sûrement plus, mais il y avait deux manières pour moi de le faire. La première, c'était de montrer les différenciations à l'intérieur de la profession. De montrer qu'il y avait des policiers qui se comportaient bien, il y avait des policiers qui au départ étaient dans cette logique très agressive et puis qui à un moment donné prenaient de la distance parce qu'ils se disaient que ce n'était pas ça qu'ils avaient voulu faire et qui changeaient de poste. Donc montrer cette différenciation, y compris que j'ai essayé d'un petit peu théoriser en parlant de ceux qui étaient capables de construire une communauté morale dans leur public, de laquelle ils se sentaient partie prenante. Autrement dit, on est tous de la même communauté humaine, pour dire vite. Et puis ceux qui établissaient des distinctions, qui étaient presque toujours des distinctions racistes, et qui du coup divisait cette communauté morale, ou plus exactement la construisait de manière exclusive. Et puis également la question des postures déontologiques, c'est-à-dire la manière dont on respecte les codes de sa profession ou dont on ne les respecte pas. Alors bien entendu, le plus souvent, il y a une adéquation entre ceux qui ont une communauté morale exclusive, et donc racistes très souvent, et ceux qui sont dans le non-respect de leur code déontologique. Mais on peut voir des combinaisons différentes, des gens qui sont racistes mais qui malgré tout tiennent à leur code, et à l'inverse, des gens qui ne sont pas spécialement racistes mais qui vont être par exemple très violents dans les relations. Donc j'ai essayé de comprendre un petit peu la manière dont on pouvait rendre compte des différences à l'intérieur du corps des policiers ou du corps des surveillants. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est que j'ai pensé qu'il était important de faire porter la responsabilité de ce que l'on voyait et des exactions, par exemple, qui étaient conduites ou bien des déviances qu'il y avait parmi les policiers ou parmi les surveillants, de montrer que ça s'inscrivait dans un cadre institutionnel et même parfois dans des politiques d'État. Et que dès lors qu'à la fois il y avait des incitations à certaines pratiques policières, voire, mais c'était plus rare, pénitentiaires, mais surtout policières, par exemple de pousser les policiers à déclarer des outrages et rébellions qui permettent de masquer ou de transformer des blessures que les policiers ont fait subir à des personnes en outrages et rébellions que ces personnes ont, dans un premier temps, fait subir aux policiers. Et donc, en poussant vers les outrages et rébellions,
qui sont utilisés essentiellement par les éléments les plus agressifs, les plus mauvais, diraient les gens dans la police. Et y compris en finançant les procès, en les poussant à demander des indemnités, etc. Donc là, c'est l'État, c'est le ministère de l'Intérieur qui gère ça. Et puis il y a l'institution par exemple, qui continue dans l'impunité des actes les plus répréhensibles. Donc, dire qu'il y a des différences parmi les agents et dire que les institutions et même l'État ont une responsabilité très importante dans la manière dont les comportements sont faits, sont tolérés, eh bien, je pense que c'est une manière de dégager d'une seule responsabilité individuelle qui, bien sûr, existe toujours. Donc voilà, écrire avec ces conditions éthiques était pour moi quelque chose à quoi j'ai été amené à beaucoup réfléchir dans ces travaux. Et puisque je parle d'écrire, je l'ai déjà évoqué plus tôt, mais le travail d'écriture a pour moi été vraiment un travail très très élaboré. Alors après c'est au public de juger la qualité de cette élaboration, mais en tout cas pour moi ça a été un très gros travail. Le livre sur la police, jamais tant réécrit et réécrit pour essayer d'obtenir un style qui soit le plus neutre possible dans la description des scènes, ce qui fait que j'ai eu aussi bien des gens qui trouvaient que j'avais une position contre la police et d'autres qui trouvaient que j'étais beaucoup trop positif, généreux par rapport à leur pratique. Mais au fond, pour moi, c'était pas cette question-là, c'était une question de trouver une manière qui soit une description la plus, non pas objective, mais la plus neutre possible. Un style, presque un style blanc, si je peux dire, si le terme n'avait pas une connotation que je ne souhaite pas lui donner. Mais donc, et donc, l'idée, c'était, au fond, d'une part, c'était un travail littéraire. J'aime beaucoup écrire et je trouve important d'apporter une qualité d'écriture. Mais d'autre part, c'était une manière d'accéder à des publics larges. Et je crois que c'est un élément, pour moi en tout cas, très important pour l'avenir de l'anthropologie et pour l'avenir des sciences sociales plus généralement. Je le vois notamment dans la comparaison avec les États-Unis, où aux États-Unis, les disciplines des sciences sociales se sont, je dirais, plus professionnalisées qu'elles ne le sont en France, mais sont en quelque sorte enfermées dans le monde académique et universitaire. Il y a très peu de porosité avec l'espace public et a fortiori avec le monde politique. Je crois que nous sommes dans une société, la société française, et c'est vrai des sociétés européennes plus largement, et encore plus probablement en Amérique latine, avec parfois des problèmes qui sont un peu symétriques. Mais je crois qu'on a une porosité par la possibilité d'écrire des tribunes dans les journaux, la possibilité d'être invité à la radio ou à la télévision, la possibilité de parler devant des associations ou devant des publics d'universités populaires, etc., ou dans des classes, j'ai fait ces derniers temps dans des classes de lycée, par exemple, à la fois sur deux choses que je vais évoquer dans un instant.
Et donc, il y a là un enjeu. Alors, bien entendu, je comprends tout à fait aussi, et j'accepte, et je fais moi-même une partie de mon travail dans cette direction, qu'il y a un espace académique, un espace scientifique à l'intérieur duquel on doit se situer et dans lequel on doit avoir des débats qui ne sont pas accessibles à la majorité du public. Ça, c'est important, il faut garder ça. Mais il ne faut pas s'enfermer, peut-être même se réfugier dans un langage, dans des formes de pensée, dans des manières d'écrire qui soient inaccessibles à des publics plus larges, des publics, je dirais, intéressés. Donc, je crois que c'est un élément, c'est un élément très important pour... aux États-Unis, les sciences sociales vont bien, mais elles ne jouent plus de rôle social. Et je trouve que ce sur quoi nous travaillons est tellement important, et je dirais ça de la plupart des travaux de l'anthropologie, de la sociologie, de l'histoire, c'est tellement important qu'il faut être aussi capable de le communiquer à des publics. C'est des choses qui peuvent, à un moment donné, faire réfléchir. J'ai été très ému quand, sur un livre que j'ai publié récemment, qui s'appelle « Mort d'un voyageur », qui est une contre-enquête à la suite du décès d'un homme de la communauté du voyage qui a été abattu par des gendarmes du GIGN, qui est cette grande unité d'élite. Et donc j'ai fait une contre-enquête. Et j'ai été donc en contact avec les juges, les juges d'instruction, les avocats, les procureurs, la famille, bien sûr, etc. Et donc, une des avocates, c'est l'avocate qui défendait la famille, quand je me suis présenté, elle m'a dit « Oui, je vous connais, parce que je prends toujours avec moi votre livre « Punir une passion contemporaine » lorsque je vais au tribunal, et j'en lis quelques pages avant de plaider pendant qu'ils sont en train de faire passer les autres affaires. » Et pour moi, c'est vraiment c'est vraiment important de me dire qu'il y a des personnes pour qui le travail que nous faisons compte. Alors je parlais il y a quelques instants de lycéens. Il se trouve que dans cet effort de toucher des publics différents, il y a quelques années, j'ai travaillé avec un dessinateur, Jack Reynal, et nous avons transformé le livre La force de l'ordre en une bande dessinée. Et pour moi, ça a été une expérience passionnante parce que je ne savais pas du tout comment écrire une bande dessinée. J'ai été aidé par un co-scénariste mais je me suis retrouvé à écrire écrire, c'est-à-dire à la fois non seulement faire le texte, mais imaginer la scène, donner des éléments graphiques de photos que j'avais pu récupérer sur Internet qui pouvaient ressembler au quartier où j'avais travaillé, ou bien aux policiers que je faisais référence, etc. Les véhicules qui étaient utilisés, tout ça, sur 600 ou 700 cases. Et c'est un exercice que évidemment, je n'avais jamais fait, que j'ai trouvé passionnant, mais qui, du coup, me permet au livre d'avoir accès à des publics de lycéens, puisque j'ai essayé, je me suis donné, et j'ai donné à notre petit collectif de travail sur ce livre deux critères qui pour moi étaient essentiels. Le premier, c'était d'avoir
qu'il n'y ait aucun élément de fiction, que tout soit de l'ethnographie telle qu'on la connaît, donc on ne rajoute rien, même si dans certains cas, on pouvait tenter de... Non, on ne rajoute rien. Et deuxièmement, on donne à comprendre, autant que possible, les éléments historiques, sociologiques, politiques, qui expliquent les scènes. Autrement dit, on ne donne pas simplement des scènes, mais on essaye de les rendre compréhensibles, ce qui est un travail très difficile quand on n'a que des cases, avec très peu de texte. Mais bon, après c'est à d'autres d'en juger, mais je crois qu'on a en tout cas réussi à intéresser, à faire travailler, ce qui est totalement impossible de faire travailler sur un chapitre, enfin en tout cas très difficile de faire travailler sur un chapitre du livre, La force de l'ordre. Au contraire, c'est beaucoup plus facile de travailler sur quelques scènes, quelques pages de la bande dessinée. Que du reste, je ne l'appelle pas une bande dessinée, mais une ethnographique, puisque en jouant sur le mot. Donc voilà une manière, une manière pour moi de toucher des publics en essayant une diversité d'instruments. Il était question de faire un film sur Mort d'un voyageur, dont je parlais tout à l'heure, la contre-enquête que j'avais réalisée. On était assez avancé, puis finalement ça ne se fait pas, mais j'aurais été aussi intéressé de travailler avec un réalisateur avec l'accord bien sûr de la famille, et sur un tel sujet. Mais je pense qu'il faut être capable d'imaginer des formes sans rabaisser, disons, la qualité de ce qu'on peut faire, mais parce qu'on peut écrire de façon différente pour différents publics, et je pense que ça peut être ça amène un autre type de réflexion que celle qu'on a habituellement.